Bonjour, bienvenue. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez ou vous essayez de découvrir Python. Vous vous demandez comment ça marche, vous connaissez déjà un langage ou pas du tout, vous êtes un vrai débutant et vous voulez faire vos premiers pas sous Python. Alors ici, il y a déjà des vidéos qui vous présentent comment installer l'environnement Python, comment installer un environnement de développement Python. Donc ici, on vous propose de tester vos premières lignes de code, vos premiers prints, vos premiers affichages pour voir comment ça fonctionne tout ça. Python, c'est vraiment un langage cool. Je l'enseigne depuis plusieurs années à des élèves de tout niveau. C'est facile à prendre en main. La syntaxe est vraiment très simple parce que si vous prenez d'autres langages, Java, C++, C Sharp, la syntaxe est quand même plus difficile et fait perdre beaucoup de temps aux étudiants. L'avantage de Python, c'est qu'on est de suite dedans très rapidement et on peut faire plein de choses sympas parce qu'il y a vraiment un nombre de librairies pour plein de sujets qui existent déjà. Donc ça, c'est vraiment très rapide et très cool. Comment je propose cette vidéo? Vous pouvez soit utiliser votre environnement à vous, soit utiliser un environnement en ligne. Pour ce qu'on a à faire au début, c'est pas très compliqué. Je l'ai découpé à peu près en 10 chapitres où je présente à chaque fois un nouveau concept, quelques petits exemples. Vous pouvez les tester en live, je vous le conseille fortement, il faut pratiquer. Et je vous dis à bientôt et bonne chance. Si vous voulez apprendre rapidement, le plus simple, je pense que dans toutes les matières, c'est de pratiquer. En informatique, c'est pareil, il n'y a pas d'exception. Le plus sympa pour cette vidéo, c'est que vous écoutiez un chapitre et vous testiez en parallèle le code qui vous a été présenté. Alors pour ça, soit vous installez Python par exemple, ou Python de base sur votre ordinateur. Si vous n'êtes pas chez vous, vous ne savez pas comment faire, vous pouvez ouvrir votre navigateur. Donc ça ne requiert aucune installation. Et ici, vous tapez les mots-clés Online Python, ce qui vous permet d'avoir des entrées de page qui vous indiquent des éditeurs Python en ligne. Donc ici, je prends la première entrée. Hop, donc je tombe sur un site qui est très très bien. Alors ce site a l'avantage à la fois de proposer un shell interactif sur la droite. Donc ici, je peux taper des petites commandes et elles seront exécutées en live. Voilà. Ou à gauche, ici, je peux taper un programme. Et une fois que j'ai terminé de le taper, je peux demander son exécution en cliquant sur le petit bouton Run. Alors, les autres sites fonctionnent sur le même principe. Le deuxième, lui, ne propose qu'un environnement de programmation. Donc ici, vous tapez votre code et après, vous l'exécutez. Rien d'interactif, je crois. Sur le troisième, c'est le site Python lui-même qui propose une petite démo. Cette fois, je n'ai qu'une fenêtre interactive, mais c'est pas si mal pour faire les premiers exemples. Voilà, là je tape A égale 4, print A. Ça me permet d'avoir le résultat en ligne. Et je vais encore en faire un pour vous montrer qu'il y a plein d'options pour s'amuser avec Python très rapidement. Donc ici, j'ai un petit site qui me propose de taper du code. Vous voyez, l'interface est assez succincte, mais c'est efficace. Voilà, j'ai le résultat qui est affiché ici. Voilà. Alors, nous allons commencer par la base, c'est-à-dire la création d'une variable. Alors, là, nous sommes dans un script Python interactif. À ce niveau-là, il me suffit de taper dans la fenêtre ce que je veux pour le voir exécuter directement. Donc, c'est du live. Donc, créer une variable, c'est assez simple. Il faut écrire un nom, le symbole égal, suivi d'une valeur. Donc ici, ça veut dire tout simplement que maintenant, le nom L désigne la valeur 4. Alors, si je veux voir ce qu'il y a dans L, j'utilise la fonction print qui me permet d'afficher le contenu de 4, de L. Alors, ici, il me faut manipuler cette variable. Donc, par exemple, si je veux augmenter L de 2, je vais écrire L égale L plus 2. Alors, comment on lit ça? On lit ça de droite à gauche. Donc, d'abord, on fait la partie L plus 2. Donc, L vaut 4 plus 2, 6. Et on va mettre ça dans la variable qui est à gauche du égal, c'est-à-dire L.
Donc ici, quand je fais à nouveau print L, L vaut maintenant 6. Donc c'est parfait. Alors, il n'y a pas vraiment de piège au niveau des variables. Le plus gros piège, ça va être les noms. Alors les noms, par exemple, si vous faites prix égale, je ne sais pas, 50 €, ok, et que vous voulez calculer le prix hors taxe, TTC. Donc je prends mon prix, et en fait, je vais le multiplier par 1.2 pour obtenir le prix TTC. Alors pourquoi ici je fais une petite erreur? Une petite erreur parce qu'en fait la variable prix a changé de signification en cours de route. Ici prix, quand j'ai écrit prix égale 50, correspondait au prix hors taxe. Et la ligne d'après, elle correspond au prix TTC. Alors ça, c'est une petite erreur qui va vous induire en erreur parce que, ici, il aurait fallu créer deux variables. Une variable qui s'appelait prix hors taxe, qui est égale à 50, et une variable prix TTC, qui est égale, elle, à prix hors taxe fois le taux de TVA. Pourquoi c'est important? Parce que à une variable doit être associée une chose unique. Quand vous écrivez du code, c'est très important. Très, très important. Ça ne vous coûte rien de créer des variables. Parce que de toute façon, il faut taper quelque chose. Prendre des variables ultra courtes, A, B, C, D, E, F, ça c'est bon pour les maths. Pour l'informatique, c'est très compliqué parce que le code va être long, il va désigner plusieurs choses, il va se passer plein de choses, il va faire plusieurs pages de code. Donc ici, il faut vraiment avoir le code le plus lisible et le plus clair possible. Un des moyens d'éviter les pièges en codant, c'est de donner des noms de variables les plus clairs possibles, et autant de noms de variables que ce qu'on a besoin. Je vais parler des listes. Les listes, c'est comme une classe avec des élèves. Dans ma classe, il y a plusieurs élèves. Il y a des élèves qui peuvent partir, il y a des élèves qui peuvent arriver. Il me faut donc une sorte de container qui me permette de gérer ces différents élèves. Donc ici, on va parler d'une liste. Alors, une liste en Python, ça a cette syntaxe. Crochet ouvert, crochet fermé. Ça, c'est pour créer une liste vide. Bon, alors, avec une liste vide, je ne peux pas faire grand-chose quand même. Alors, après, je vais créer une liste avec plusieurs éléments. Donc, chaque élément, je vais l'insérer entre mes deux crochets et je vais séparer mes éléments par une virgule. Donc voilà, maintenant, si je veux afficher ma liste, il me suffit de taper print L. Est-ce que je peux lire les éléments dans la liste? Alors, il vaudrait mieux, parce que sinon, je ne pourrais pas faire grand-chose quand même. Alors, la syntaxe est la suivante. Quand j'écris L de 2, par exemple, 2, ça s'appelle un indice. Alors, il faut faire attention, c'est une source de bug très fréquente. En informatique, la plupart du temps, les indices commencent à 0 dans une liste ou un tableau. Donc ici, l'indice 0 désigne le premier élément. Quand je tape donc 2, je désigne en fait le troisième élément de la liste, c'est-à-dire ici la valeur 3. Est-ce que je peux modifier? Oui, je peux modifier. Alors je peux par exemple écrire L de 2 égale 32. Donc ici, je change l'élément à la troisième case par la valeur 32. Je vais regarder mon résultat. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. À ce niveau, je peux aussi regarder en partant de la fin. C'est un truc pratique en Python. Si j'écris par exemple L de moins 1, alors moins 1, normalement ça n'existe pas, ça correspond en Python en fait au dernier élément de la liste. Donc ici, 99. Et dans la même logique, si je tape L de moins 2, je vais désigner l'élément juste avant, c'est-à-dire 88. Alors maintenant, je vais parler un peu des listes en tant qu'objet. Alors un objet, c'est quelque chose qui propose des fonctions, des actions depuis cet objet. Donc par exemple, une liste, je vais pouvoir ajouter des éléments. Donc pour cela, je vais utiliser la syntaxe suivante, L point. Quand j'utilise le point, ça veut dire qu'en fait, je fais appel à une fonction de la liste L. Donc append permet d'insérer un élément en fin de liste. Donc ici, je vais ajouter 123 à ma liste. Si je l'affiche, hop, 123 est bien arrivé. Alors je peux recommencer, bien sûr, il n'y a pas de contrainte. Ici, j'ajoute 12, hop, j'ai 12 qui a été ajouté à ma fin de liste. Alors je peux ajouter en fin, je peux aussi retirer en fin grâce à la commande pop. Par exemple, ici, donc toujours L.pop, qui me permet, alors j'ai pas de paramètre pour pop, puisqu'en fait je retire en fin, donc je n'ai pas de paramètre à donner.
Alors, je retire avec pop et je stocke le résultat dans la variable k. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le k? J'ai bien 12. Qu'est-ce qu'il y a dans ma liste L? Le 12 a disparu. Maintenant, mon dernier élément, c'est 123. Je peux recommencer une autre fois. Hop, je fais un petit pop. J'affiche ma liste. J'ai bien 123 qui a disparu. Qu'est-ce que j'ai dans L? Qu'est-ce que j'ai dans le K? 123. Très bien. Alors maintenant, on va parler des fonctions qu'on applique sur les listes. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des fonctions qu'on appelle depuis la liste et il y a des fonctions qu'on appelle sur la liste. Alors c'est quoi la différence? En fait, il y a des fonctions, par exemple, je peux taper max de L. Donc ici, l'idée, c'est que en fait, je passe L en paramètre d'une fonction. Max me retourne le maximum des éléments contenus dans la liste. Donc ici, 99. Pourquoi ne pas écrire L.max? Alors c'est parce qu'en fait, on considère que la fonction max, elle peut s'appliquer à d'autres choses que des listes. Donc par exemple, un arbre, une file, un dictionnaire, plein de choses qui contiennent des éléments, et je peux demander dans ce container, qui n'est pas forcément une liste, le maximum. Donc l'idée ici, c'est que la fonction max est extérieure à la liste. De même, je vais trouver la fonction min, qui me permet de retourner le minimum, et je vais trouver une autre fonction qui est bien utile, qui s'appelle len, qui en fait m'indique le nombre d'éléments dans la liste. Donc par exemple ici, j'ai bien 5 éléments dans la liste. Si j'ajoute un élément enfin, donc maintenant j'en ai 6, et si je demande la longueur de ma liste, je vais bien avoir 6 comme résultat. Alors qu'est-ce que je peux faire comme autre truc sympa avec les listes? Je peux les concaténer. Alors concaténer, c'est un mot, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un genre de mot qui fait toujours impression à la cafétéria. Ça veut juste dire en fait fusionner le contenu de deux listes. Donc on va utiliser pour cela le chiffre plus, l'opérateur plus. Donc ici je vais taper L qui est une liste plus P qui est une autre liste. Et le résultat va être la fusion des deux listes. C'est-à-dire que je vais prendre les éléments qui sont dans L, donc 1, 2, 32, 88, 99, je vais les mettre au début de K. Et ensuite, je vais prendre les éléments de la liste P, donc 4 et 88, et je vais les mettre à la fin de la liste K. J'ai ainsi fusionné mes deux listes ou concaténé. Alors, il y a une autre fonction qui peut être utile sur les listes, c'est une fois que vous les avez remplies, que vous n'avez plus besoin des éléments, c'est tout effacer grâce à la fonction clear. Ici, à ce niveau, ma liste est à nouveau vide, et si je demande la longueur de ma liste, j'aurai 0. Alors, qu'est-ce qui se passe si je demande l'élément d'indice 4 dans une liste vide? Attention, oula, ça crie. Donc ça, c'est normal. Il nous dit index out of range, ce qui veut dire en fait que votre indice est en dehors du tableau. Alors, c'est vrai qu'en fait, on demande un indice, l'indice 4, alors que par exemple, il y a 2 éléments dans ma liste. Donc ça, c'est une erreur. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre erreur? Je vais ajouter 4 à ma liste, on va voir comment ça se comporte. Alors ça, évidemment, je fais exprès d'écrire quelque chose qui est faux. Donc ici, il me dit, je ne peux pas concaténer, donc voici mon mot magique, un objet liste avec quelque chose qui n'est pas une liste. Voilà. Alors maintenant, je vais parler des boucles. Donc les boucles, principalement, c'est la fonction for. Donc on va voir comment ça se comporte. Donc par exemple ici je vais dire for i in range 10 suivi des 2 points. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que je crée une boucle, l'indice de boucle c'est i, et il va parcourir la valeur 0 jusqu'à 9. Attention, le 10 n'est pas compris. Donc ici je vais simplement afficher en fait mon indice. Donc vous voyez, j'ai démarré à 0, ensuite mon i augmente de 1, j'affiche 1, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à la valeur 9, et là, ma boucle s'arrête. Donc ici, j'ai qu'une instruction dans ma boucle, c'est print i. Alors je peux un peu plus spécifier ma plage de valeur, je peux lui demander par exemple de démarrer à 3. Par contre, il n'ira jamais à 10, il va s'arrêter juste avant 10, il va s'arrêter à 9. Voilà, donc ici j'ai réduit ma plage de valeur, et je commence à 3, je finis à 9. Je peux spécifier le pas, c'est-à-dire que je peux par exemple aller de 2 en 2 en spécifiant un troisième paramètre au range. Alors, qu'est-ce que j'obtiens?
Je commence à 3, j'ajoute 2, je passe à 5, j'ajoute 2, je passe à 7, j'arrive à 9, et là c'est la fin, j'ai terminé. Alors pour faire des boucles, il existe une autre syntaxe en Python sur les listes qui est extrêmement pratique. Donc là, je vais créer une liste avec des éléments dedans. Et plutôt que d'utiliser... Alors, si je veux parcourir cette liste, la première option, c'est celle-ci. For i in range de len de L. Alors, ici, j'affiche en fait L de i. Alors, c'est un petit peu compliqué comme syntaxe, parce qu'en fait, j'utilise len de L, qui me donne le nombre d'éléments dans la liste. Donc ici, je vais aller de 0 à... alors j'ai 6 éléments dans ma liste, donc je vais aller de 0 jusqu'à 5. Et je vais afficher L indice i, donc tous mes éléments de 0 jusqu'à 5. Alors, ça me donne bien toutes les valeurs qui sont contenues dans ma liste. Alors, ça marche, il n'y a pas de souci, on peut utiliser ça. Si vous tapez ça, vous n'irez pas en prison, c'est tout à fait normal. Mais il existe une autre syntaxe qui est beaucoup plus courte. Donc, for v in L, de point print v. Alors ça, c'est assez sympa comme syntaxe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, v va parcourir tous les éléments de la liste. Donc, il va valoir 4, puis après 5, puis après 6, puis après 7, puis après 8, puis après 9. Et à chaque fois, donc, à chaque tour de boucle, je vais afficher cette valeur v, cette variable v. Et donc, je vais récupérer toutes les variables de la liste. Donc, c'est une autre manière de parcourir un tableau. Alors, attention, quand vous faites ça, vous n'avez pas normalement le droit de modifier v. C'est-à-dire que si j'écris ça, ça passe, mais il ne faut pas croire que vous avez modifié la liste. Parce que V, en fait, est un élément courant et il ne correspond pas à l'élément actuellement dans la liste. Donc, si vous faites des modifications, si vous essayez de me faire des modifications avec cette syntaxe, elles n'aboutiront pas. J'écris ça. En fait, ici, il ne se passe rien. Si vous voulez vraiment modifier le contenu d'une liste, il faudra repasser par l'ancienne syntaxe et écrire donc, ce qu'on écrit habituellement, donc L crochet I. Je vais augmenter de 1 par exemple mes éléments. Et ici je regarde, toutes mes valeurs ont augmenté de 1, une à une. Donc voici les deux syntaxes principales qu'on utilise pour faire des boucles. La deuxième est plus simple, mais elle a quelques contraintes. Nous allons maintenant parler des expressions conditionnelles. Alors une expression conditionnelle, c'est quoi? C'est des tests que nous allons effectuer sur des variables, des valeurs, pour savoir si ces résultats sont vrais ou faux. Alors, on parle d'opérateur. Alors, c'est quoi un opérateur? Alors, en informatique, attention, effet spécial. Hop, incrustation. Alors, on ne fait pas de distinction entre un opérateur booléen et un opérateur de calcul. Alors, par exemple, en maths, vous avez l'addition, vous prenez deux nombres, le 1, le 2, vous les ajoutez et vous obtenez un résultat, le 3. En informatique, on parlera d'opérateur, et le plus, finalement, n'est pas très différent d'un opérateur conditionnel. Un opérateur conditionnel, si vous regardez bien, il prend aussi deux chiffres, il les compare, et il retourne un résultat, donc vrai ou faux. Donc au niveau des programmes, vous n'avez pas vraiment de différence de comportement entre une addition arithmétique ou une comparaison. Alors, comment ça se passe? On va comparer en fait deux nombres, par exemple. Est-ce que 5 est-il plus grand que 4? Alors la réponse, elle est en anglais, donc c'est pas vrai ou faux. Ce sera true or false. Ok? Donc ici, le résultat est vrai. Si je veux savoir comment il dit faux, je vais écrire donc 8 plus petit que 5. Et ici, j'ai false. Alors vous remarquerez qu'en Python, contrairement aux autres langages, true et false commencent par une majuscule. Alors bien sûr, ici j'ai testé deux valeurs. Je peux tester aussi des variables. Donc je vais créer une variable, par exemple a égale à 2. Et je vais demander si a est plus grand que 4. Alors bien sûr, le résultat est faux. Donc normalement, je vais avoir false. J'ai aussi le test d'égalité. Alors je peux demander si a est bien égal à 2. Donc ici c'est le cas.
Je vais donc avoir comme réponse vrai. Je peux aussi demander si c'est différent de 2. On va demander différent de 3. Donc la réponse c'est vrai, car A vaut 2, donc il est bien différent de 3. Et si je demande ça, bien sûr, la réponse est faux. Alors il faut faire attention, parce que pour le test d'égalité ou de différence, ça marche bien pour les valeurs entières, c'est-à-dire pas les nombres à virgule. Les nombres à virgule induisent toujours une imprécision de quelques millièmes de millièmes de millièmes, qui fait que 4 peut ne pas être égal à 4, parce qu'il y a un millionième d'écart entre les deux valeurs. Alors, on évite les tests d'égalité sur des nombres à virgule. Alors, est-ce qu'on peut combiner en fait ces expressions? Oui. Alors, par exemple, je peux demander si A est plus grand que 1 et, donc and en anglais, A est plus petit que 10. Alors, normalement, le résultat est vrai, puisque A vaut 2 actuellement. Donc ici, vous voyez, j'ai une réponse qui est true. Et je peux utiliser un autre opérateur qui est le ou logique. Donc A plus grand que 4, ou, alors c'est or en anglais, A plus petit que 3. Alors ici, c'est un petit peu différent. A plus grand que 4 est faux, puisque A vaut 2. Donc la première partie à gauche est fausse de l'expression. À droite, A plus petit que 3 est vrai. Alors le ou, il faut le lire au moins une des deux expressions à gauche et à droite est vraie. Donc ici, c'est le cas, puisque celle de droite est vraie, celle de gauche est fausse. Donc normalement, ici, il me répond vrai. Si les deux expressions sont vraies, le résultat est vrai pour le ou. Pour que le résultat du ou soit faux, il faut que l'expression de gauche et de droite soit fausse. Alors, bien sûr, grâce à ces expressions, je peux écrire des tests qui vont impliquer des actions suivant que le résultat de l'expression est vrai ou faux. C'est le mot-clé if qui démarre une condition. Alors, contrairement à tous les autres langages, vous n'êtes pas obligé de mettre des parenthèses pour encadrer votre condition en Python. Vous pouvez l'écrire directement, c'est beaucoup plus lisible. Donc, si A plus petit que 10, toujours les deux points pour finir la condition, ben, par exemple, j'affiche OK. Alors, ici, donc le test est vrai, donc normalement, il doit afficher OK. Si par exemple, je veux changer mon test, donc ici, il va être faux, on n'effectue pas l'action du print. Voilà pour les expressions conditionnelles. Maintenant, nous allons réaliser notre premier programme. Enfin! Alors, voici notre tout petit programme. 5 lignes de code. Alors, nous avons quoi? Nous avons une variable âge que nous initialisons à la valeur 12. Ensuite, nous avons notre première condition. Avec le mot-clé if, on teste si l'âge est supérieur ou égal à 18. On trouve en fin de ligne les deux points qui sont très importants, car si on les oublie, Python ne lancera pas le programme. Une fois, si cette condition est vraie, alors Python exécute la ligne qui suit, print majeur. On trouve une nouvelle instruction qui est le else. Le else sert à exécuter un code quand la condition du if n'est pas vraie. Donc soit je fais le print majeur, sinon je ferai le print mineur. Alors, on peut lancer notre programme, on appuie, donc on est dans Python, on appuie sur la touche F5, hop, et on voit apparaître dans la partie droite, on voit apparaître en fait le résultat de notre programme qui est mineur. Donc la personne est mineure. Si on met 22 ans, qu'on relance notre programme en appuyant sur F5, cette fois, la réponse est « vous êtes majeur ». Bon, très bien, tout marche. Alors, il faut quand même bien regarder ce qui se passe. En fait, ici, vous avez quelque chose qui est très important en Python, c'est l'indentation. Beaucoup de choses se passent en Python grâce à l'indentation. Dans d'autres langages, vous avez un système basé sur les accolades. Ici, on n'a pas du tout ça. Donc, le code est plus clair, plus court. Mais par contre, il faut faire très attention à ces indentations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que if, juste derrière, ici, j'ai mis 4 espaces. Alors, ça pourrait être 3, ça pourrait être 2, c'est pas très grave. Mais l'idée, c'est que pour signaler la présence d'un sous-bloc,
C'est-à-dire ici, en fait, le print majeur, c'est la conséquence du if. Si j'écris ensuite print, ok, le print est exactement au même niveau d'indentation, en fait, que le print majeur. Ça, c'est très important parce que ça sous-entend que tout le bloc qui est là est au même niveau et que tout ce bloc d'instruction sera exécuté dans le cas où le if, la condition est vraie. Si la condition est fausse, donc on va exécuter l'autre bloc. Donc ici, je vais rajouter au même niveau d'indentation. Donc l'indentation, c'est vraiment les espaces qu'on laisse entre le bord du code et l'instruction print. Ici, je mets OK aussi, ou on va mettre OK, point d'exclamation. Alors, je recommence. Majeur, OK. Donc ici, il a exécuté ce bloc-là. Si je change l'âge du capitaine, hop, ici, il est passé dans l'autre bloc et a exécuté ces deux instructions. Alors, je vais quand même rappeler, parce que c'est très important et que j'y tiens beaucoup, la notion de debug d'un programme. Donc ici, par exemple, je vais mettre un breakpoint. Vous voyez, j'ai cliqué là. Ce petit rond rouge là, c'est très important. Ça va dire au programme Python de s'arrêter à cet endroit. Donc je vais lancer mon programme avec la touche F5, clic, et vous voyez que vous êtes arrêté sur cette ligne. Alors, vous remarquez le petit trait vert ici qui indique que vous êtes arrêté, c'est-à-dire que le programme est en cours, mais il est arrêté. Donc vous pouvez faire, par exemple, sur la partie droite de Pizou, des tests pour afficher, par exemple, l'âge en cours. Vous pourriez même le changer, mais attention, il ne faut pas le lire. Hop, il est passé à 13 ans. Donc maintenant, si j'affiche âge dans ma fenêtre interactive, ici, ce n'est pas du programme. C'est vraiment la fenêtre interactive, c'est des petites instructions que je peux taper et qui sont exécutées immédiatement. Ça n'a rien à voir avec le code qui est là. Donc ici, j'ai modifié l'âge, mais ça ne change rien. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est cette icône, là, l'espèce de saut, qui m'indique en fait que je vais passer à l'instruction suivante. Donc ici, comme il est mineur, il ne va pas exécuter ce bloc-là, et clac, il va passer directement, on voit la petite flèche verte là, à l'instruction print mineur. Je peux demander l'exécution de cette ligne, toujours en appuyant sur le petit icône. Et vous voyez que l'interface de sortie m'affiche mineur. Je peux demander la deuxième instruction, hop, et il affiche OK. Ici, en plus, le programme, c'est terminé. Ah, si, il nous reste encore une instruction, non, c'était fini. Voilà. Je vais revenir un peu sur l'indentation, parce que c'est important dans Python, et là j'ai présenté un programme où tout marchait. En général, dans les programmes, rien ne marche. Alors on va se mettre en conditions réelles. Donc typiquement, on va tout casser, on va regarder ce qui se passe. Alors, c'est vraiment très amusant. On va mettre un petit espace avant la variable âge, et on va regarder ce que dit Python si je lance le programme en appuyant sur F5. Et voilà, ça crie. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur Python? Il nous dit erreur d'indentation, je ne comprends pas ce que tu as fait au niveau de l'indentation. Alors c'est vrai, puisqu'ici, cette ligne-là, elle n'est pas dans un bloc, elle n'est pas dans un bloc if, elle n'est pas dans un bloc for, donc normalement, elle doit démarrer juste après le bord du fichier, le bord gauche. Par contre, vous pouvez mettre autant d'espace que vous voulez après, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est l'espace qui est ici. Pareil, si je décale mon if d'un espace, attention, aïe aïe aïe. Donc Python est sympa, il vous signale exactement, dans ce cas très précis, où se trouve l'erreur, et donc ici, il rappelle qu'il y a une erreur d'indentation. Alors, si je décale, par exemple, pourquoi pas, ma deuxième instruction print, on va voir ce qu'il nous dit. Toujours le même message. Il ne comprend pas l'indentation de la ligne 6, ce qui est normal puisque ces deux instructions sont dans la même zone, même bloc. Elles doivent avoir la même indentation.
Par exemple, je peux avoir celle-là. Je ne suis pas obligé, je crois, d'avoir la même indentation entre ce bloc-là et ce bloc-là. Ils sont différents, donc je peux varier de style si je veux. Mais dans un même bloc, je dois toujours avoir la même indentation. Oui, voilà, ça ne le gêne pas. Par contre, si ici vous faites une différence, aïe aïe aïe. Alors nous allons maintenant créer notre première fonction. À quoi ça sert une fonction? Alors l'idée c'est de rassembler un morceau de code qui fait un certain traitement et d'éviter de le copier-coller en fait partout dans le code où on en a besoin. Parce que le jour où vous voulez le modifier, si vous le modifiez à un endroit, vous allez oublier les autres endroits et donc la modification ne va pas se propager. Donc l'idée c'est de mettre tout le code qui fait la même chose à l'intérieur d'une fonction et d'appeler quand on en a besoin cette fonction. Alors cette fonction elle a des paramètres, c'est-à-dire qu'elle reçoit des informations et quand on l'appelle, on lui donne des arguments qui vont servir à initialiser chacun de ces paramètres. Alors, on reprend notre petit programme. On est quand même déjà 6 lignes, attention. Donc ici, on a un mot-clé def qui permet de définir une fonction. Alors, cette fonction, elle porte un nom. Ici, elle s'appelle majeur-mineur, puisque le but, c'est de dire si, en fonction de votre âge, vous êtes majeur ou mineur. Elle a un seul paramètre qui est l'âge. Et toujours, ça se termine par 2 points. On retrouve un affichage derrière. Donc ici, j'affiche en fait le paramètre, la valeur de l'âge, pour vérification dans mon programme. Et vous voyez, ici, j'ai mis une virgule, ce qui me permet de passer 2 paramètres à la fonction print. C'est possible, je peux avoir une liste de paramètres variables, je peux en avoir 3, 4, 5. Je les sépare par des virgules, ça me suffit, c'est très bien. Ensuite, je retrouve mon if et mon else, et mes 2 instructions print. Alors, vous remarquez l'indentation. Ici, tout ça, c'est ce qui correspond à la fonction majeur-mineur. Comment je le sais? C'est grâce à l'indentation qui est ici. Tout le code qui est décalé par rapport au bord gauche appartient à majeur-mineur. Ici, si je tape print toto, vous voyez son indentation fait qu'elle n'appartient pas à la fonction majeur-mineur. Si je mets 2 espaces à gauche, elle rejoint de suite, dans la logique de Python, la fonction majeur-mineur, et maintenant, quand j'appelle cette fonction, le print toto serait appelé à chaque fois. Alors, je vais lancer ce code, et qu'est-ce qui se passe? Ben rien, voilà. Vous pouvez aller pleurer, vous ne savez pas pourquoi, il ne se passe rien. Alors, pourquoi il ne se passe rien? Ici, en fait, on a défini une fonction. C'est-à-dire, quand on dit défini, ça veut dire on explique ce qu'elle fait. On décrit ce qu'elle fait. Mais à aucun moment on l'utilise. Donc, il ne se passe rien. Ce bloc-là, ça sert uniquement à dire au langage Python, majeur-mineur est une fonction qui fait ceci si on l'appelle. Nulle part on l'appelle, il ne se passe rien si on lance le programme. Donc, tout va bien, en fait. On se rassure. Alors, comment on appelle une fonction? On tape son nom et on lui donne les paramètres. Donc ici, par exemple, je vais passer 15. Alors, si je lance en fait le programme à ce niveau, j'appuie sur F5, clac, et ben c'est bon, c'est parti. J'ai bien reçu dans ma fonction l'âge de 15 ans et la décision d'afficher mineur a été exécutée. Parfait. Alors, je peux exécuter autant de fois que je veux cette fonction. Je peux demander pour 20, je peux demander pour 30, et je peux redemander pour 10. Là, je vais exécuter directement tout ce code en appuyant sur F5. Et voilà, nous avons directement les résultats dans la fenêtre de sortie à droite. Donc 15 ans mineur, 20 ans majeur, 30 ans majeur, 10 ans mineur. Alors, un petit coup de debug, ça fait toujours du bien, un peu de debug. Alors, je mets mon petit debug ici, j'appuie sur F5. Alors, vous voyez, il a déjà exécuté cet appel-là, puisqu'il a été affiché ici dans la fenêtre. Je suis à ce niveau-là, au niveau du code, je n'ai pas encore exécuté cette ligne. Je vais rentrer dans la fonction grâce à ce petit icône ici, qui veut dire je veux inspecter. Si je ne veux pas inspecter, je passe... Tiens, je vais passer. Je vais passer clic
Donc j'ai exécuté cette ligne, mais je ne suis pas allé voir dans la fonction. Si je veux aller voir dans la fonction, je peux, et je clique sur cette petite flèche. Donc ici, je suis rentré, là j'affiche l'âge, on est bien dans l'exécution de majeur-mineur 30. Le test est vrai, j'affiche majeur. À la limite, si je ne suis plus intéressé par la suite de la fonction, je peux ressortir en cliquant sur cette petite icône et vous voyez, j'arrive ici. Si je veux lancer le programme jusqu'à la fin pour terminer, j'appuie sur la flèche Go et c'est parti. Je voulais parler des variables globales. Alors, on va regarder ce petit programme de 10 lignes. 10 lignes déjà pour un programme. C'est un petit jeu en fait. Bon, voilà, on fait 30 minutes de Python, on finit par faire un petit jeu. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors, on a l'âge du capitaine. On a une fonction qui reçoit en paramètre un âge et qui nous dit si l'âge proposé est plus jeune ou plus vieux que l'âge du capitaine. Ici, on a une boucle. On prend une entrée au clavier, donc avec ce mot-clé-là. On convertit ce qu'on a tapé au clavier, parce qu'on pourrait taper un nom, un prénom, des chiffres. On convertit ça en chiffres, en valeurs numériques, grâce à la fonction int, qu'on stocke dans la variable âge. Et on envoie ça à la fonction âge du capitaine, qui nous indique si l'âge proposé entré au clavier est plus vieux ou plus grand que l'âge réel du capitaine. Donc si j'appuie sur F5, je peux jouer. Donc je propose 55 ans, il est plus jeune. Je propose 15 ans, il est plus vieux. Je propose 22, il est plus vieux. Tout va bien, il n'y a aucun souci. Alors, ici, ce qui m'intéresse, c'est la variable âge du capitaine. Âge du capitaine, c'est une variable ici globale. Alors en Python, quand on parle de variable globale, c'est une variable qui a été créée en dehors d'une fonction. Donc ici, vous voyez, au niveau de son indentation, il n'y a rien du tout. On est bien en train de créer une variable globale et d'initialiser à sa valeur 25. Cette variable globale, quand on regarde, on s'en sert dans la fonction. On s'en sert parce qu'on la compare à l'âge qui est proposé. Attention, on s'en sert uniquement en lecture, c'est-à-dire qu'on consulte sa valeur, mais à aucun moment on la modifie. Quand on accède juste en lecture, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne va pas y avoir de problème. Python va prendre la variable globale qui porte le même nom, et aucun souci, tout va bien se passer. Si à un moment, je veux modifier la variable globale à l'intérieur de ma fonction, je veux ajouter 1. Alors ça n'a aucun rapport, aucun intérêt par rapport au jeu, mais ça me permet de faire un exemple. Alors ici, je vais lancer mon programme, je vais taper 55 et là, crac, boum, U, il me sort un message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, j'accède en écriture, c'est-à-dire que je veux modifier la valeur courante de ma variable globale. Si je fais ça à l'intérieur d'une fonction sans plus de précaution, erreur, crac, boum, U, c'est fini, Python n'en veut pas. Alors pour ça, si je veux vraiment le faire, je dois utiliser le mot-clé global suivi du nom de ma variable globale. Quand j'écris cette ligne, ça me donne l'autorisation d'écrire, de modifier la variable globale ici. Donc on va voir, après ma fonction, je fais afficher l'âge du capitaine pour voir s'il a bien été modifié. Alors, j'enlève ce message d'erreur un peu stressant. Hop, c'est parti, je propose 22 ans. Il me dit qu'il est plus vieux et vous voyez, ici le plus 1 a bien modifié la variable globale. Si je tape 555 ans, il est très vieux quand même là. Hop, 27. J'ai modifié ma variable âge du capitaine à l'intérieur de ma fonction. Tout s'est bien passé. Pour terminer cette série, je voulais parler d'un point un peu spécifique en Python, qui est la copie des listes. Alors, la copie des listes, normalement, ce n'est pas un sujet dont on parle pour les débutants, mais normalement, très rapidement, vous allez être confronté à ce problème. Et si on ne vous en a jamais parlé, ça va être l'accident au tournant garanti. Donc, afin de savoir qu'il existe et comment savoir le gérer, parce que c'est pas très dur, je vais en parler très rapidement pour vous montrer ce que c'est. Alors, le réflexe, c'est les variables classiques des entiers
je crée une première variable. Donc, je crée une deuxième variable que j'initialise à partir de la première. Quand je fais ça, je m'attends à ce que B vaille 4. Oui, c'est le cas. Je vais alors modifier la valeur de A en lui ajoutant 1. Quand je fais ça, A vaut 5 et B vaut 4. En fait, ce qui s'est passé ici, j'ai créé une nouvelle variable complètement indépendante de A. Par contre, je l'ai initialisée en utilisant la valeur de A. Donc, momentanément, A et B valaient la même valeur, mais c'était deux variables différentes. Donc, quand je modifie une, l'autre continue sa vie indépendamment de la première. Pour les listes, c'est pas vraiment pareil. Alors là, je vais créer rapidement une liste. Pas de souci. Je vais réutiliser exactement la même syntaxe que plus haut. Donc ici, je fais une égalité. Alors, c'est là que tout devient dangereux. Parce qu'on a tendance à penser, en fait, qu'on a créé une nouvelle liste. Alors, par exemple, supposons que j'écrive L de 0 égale 888. Alors, si j'affiche le contenu de L, on s'aperçoit que le contenu de L a bien été modifié. Par contre, et c'est là où ça devient dangereux, quand j'affiche K, je m'aperçois que K a aussi changé. Et là, vous vous dites, comment je fais? Qu'est-ce que c'est? C'est de la magie noire? Qu'est-ce qui se passe? C'est le système qui a lâché? Non, non, non. C'est normal, c'est Python qui fonctionne comme ça, et il faut le savoir. Quand vous écrivez, en fait, la ligne K égale L, vous créez une nouvelle variable K, mais qui va désigner comme L le même objet liste. C'est valable pour les listes ou tous les autres objets. Donc ici, en fait, K et L sont deux variables qui ont des noms différents, mais elles désignent la même liste. C'est-à-dire que quand je modifie cette liste à partir de la variable L, je modifie la liste, mais quand j'affiche K, la liste qui est désignée par K, en fait, j'affiche la même liste. K et L désignent la même liste. Donc ici, je n'ai pas deux listes différentes, comme dans le cas des variables plus haut. J'ai une même liste désignée par deux variables avec des noms différents. Donc quand je modifie la liste à travers une variable, je modifie indirectement l'autre variable. Mais l'autre variable ne fait que désigner la même liste. Alors, comment je fais pour corriger ça? Eh bien, je vais utiliser cette syntaxe. Je vais demander en fait à elle de se copier dans une nouvelle liste. Donc ici, jusque-là, pas de différence. L et K contiennent les mêmes choses. On ne sait pas trop. Alors, je vais modifier la valeur du premier élément de L et je vais lui demander d'être égal à 44. J'affiche L. Donc là, j'ai bien modifié L. Et K, il n'a pas été modifié. Donc, quand vous voulez créer une deuxième liste à partir d'une première liste qui existe, il faut à tout prix utiliser cette fonction copie qui permet de dupliquer la liste, donc de créer un deuxième objet liste complètement indépendant du premier. Et nous avons donc une deuxième variable qui désigne une deuxième liste que vous pouvez manipuler indépendamment de la première liste. Alors certains vont crier, les puristes, parce qu'en fait, copie uniquement les chiffres. Si à l'intérieur de vos listes, vous avez des choses plus compliquées, comme des listes aussi, copie ne sera pas assez efficace et va reproduire le problème. Il faudra dans ce cas ultra précis utiliser en fait la fonction deep copy qui vous permettra de vous recopier chaque élément indépendamment. Pour nos exemples, la plupart du temps, la fonction copie marchera. En tout cas, il faut que vous soyez conscient de ce problème pour savoir le gérer si jamais il vous arrive. Félicitations, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez survécu à 45 minutes de présentation sur Python. C'est quand même pas facile du tout. J'espère que les exemples vous ont plu. Si vous avez été satisfait par cette vidéo, je vous conseille de cliquer sur le pouce qui doit se trouver par ici pour signifier que vous êtes très content. Si j'ai beaucoup de pouces, je serai bien sûr tenté de faire d'autres vidéos sur plein d'autres sujets autour de Python et des applications. Je vous dis merci et à bientôt. Bon courage pour la suite.